Retour sur notre plateau pour la deuxième partie de notre émission sur le thème élection et transparence. Et pour comprendre de quoi il s'agit et résumer ce qui a été dit en première partie, je vous propose tout de suite notre reportage processus électoral. Pour la CENI, la crédibilité du vote ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Quant au Conseil épiscopal justice et paix, qui aurait pu déployer sur le terrain 9000 observateurs, espère des solutions apaisantes. Regard croisé. Tout au long de ce processus, il y a deux dimensions majeures qui nécessitent d'être sérieusement traitées, prises en considération pour que le processus puisse à la fin être possible et puisse être concluant. Ces deux processus ou ces deux éléments majeurs, c'est la logistique, comment la logistique est gérée, et de l'autre côté, c'est comment le dispositif opérationnel en ressources humaines, en personnel électoraux, est également géré. La CENI, depuis les années 90, ne faillit à sa mission que, in fine, soit c'est la personne indue qui donne les résultats, soit il y a des couacs sur les chiffres et les pourcentages. Mais ce que l'on observe en amont, le déplacement des urnes, les installations, tout ça, c'est toujours impeccable. Le traitement des résultats est simple, prescrit par le code électoral. Le code électoral prescrit que le traitement des résultats à la clôture du vote, à 16 heures, le vote dans les dispositions actuelles, le vote est clôturé à 16 heures, à la clôture du vote, immédiatement après, l'ensemble du bureau en séance publique dépouille les résultats, dépouille les résultats du vote. Et une fois que les résultats sont obtenus, un procès verbal est établi sur place en 2 exemplaires. Ces 2 exemplaires, un exemplaire est destiné à venir directement ici à la CENI par des voies sécurisées et l'autre exemplaire est envoyé à la CENI. Le code électoral dit que les résultats se donnent porte et fenêtre ouvertes, que le peuple a le droit d'assister au dépouillement, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et qu'une fois que ces résultats sont donnés, on les affiche sur les lieux de vote. L'opposition demande qu'on donne les résultats bureau de vote par bureau de vote. Je pense que c'est faisable également si on ne veut pas de querelle post-électorale. Alors, est-ce que vous pensez que, en tant que juriste, c'est possible d'afficher les résultats au vu et au su de tout le monde dès la comptabilité des votes? Mais absolument. C'est même pas que c'est possible, c'est obligatoire. Parce que les tests sont clairs là-dessus. D'abord, le dépouillement est public et les derniers qui ont voté le jour-là sont même acceptés, le dernier ou le deux, pour participer. Et quand c'est fini, il faut que le dépouillement soit fait dans la salle et que ça soit affiché. Ou alors, malheureusement, si on n'a pas de truc, mis au tableau. Et tout le monde peut alors prendre en photo. Donc, du coup, tout le monde peut faire par bureau de vote une compilation de chaque bureau de vote. Et c'est ça qui renforce la transparence des élections. Alors, c'est vrai qu'au moment des résultats à proclamer, on n'est peut-être pas obligé de proclamer bureau de vote par bureau de vote, mais puisque les résultats peuvent être connus bureau de vote par bureau de vote, au moins ça peut être donné. Ça peut être donné et les gens peuvent conserver ça. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, je disais tout à l'heure que malheureusement, il y a des phrases qui font présumer l'absence de transparence. Et la liste électorale aussi a posé, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, a posé des soucis dans le recensement de la liste électorale. Oui, mais finalement, je crois que les acteurs se sont accordés là-dessus. Je me rappelle d'ailleurs à la dernière élection présidentielle, on a dit que le fichier est consensuel. Bon, il n'est pas fiable, mais consensuel. Après, il y a eu recensement. Après, il y a eu une seconde phase de recensement. On a amélioré. Et là, je n'ai pas entendu les acteurs clés, les candidats,
se plaindre de ce fichier-là. Donc au moins sur ce peut-être au niveau de la plan-là. diaspora. Oui, peut-être au niveau de la diaspora, il y a eu des gens qui ont réclamé le fait que les conditions pour pouvoir s'inscrire étaient très drastiques et le temps ne suffisait pas de le faire. C'est la première fois qu'on rouvre les élections à la diaspora. On peut dire que ce n'est pas encore parfait et qu'après on va y arriver. Mais bon, à l'étape actuelle, ça ce n'est pas pour nous un problème de transparence. Mais lorsque vous dites que nous ne publierons pas bureau par bureau de vote, alors qu'une partie des candidats demandaient, je pense que c'est ça qui fait craindre qu'il y ait des gemmes de non-transparence. En même temps, Nora Noviekou évoquait, je pense en début d'émission, la question même du respect des tests sur lesquels se fonde ce scrutin. Et si on veut respecter les tests, il n'est nulle part dit qu'il faut proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote. Exactement, c'est pas prévu et même si certaines demandent cela, la question peut-être aujourd'hui c'est de savoir pourquoi cette demande. Je pense qu'il y a tout simplement une méfiance. Il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas l'assurance que les données finaux seront ou bien reprendront exactement ce qui a été dépouillé. Mais en même temps, de façon pratique, il faut qu'on voit, on a 9000 quelques bureaux de vote. De façon pratique, si on doit publier bureau de vote par bureau de vote, imaginons un peu le temps que ça va prendre, en sachant que dans les tests, il faut 6 jours après le jour du scrutin pour publier. Ce qui est sûr, les 6 jours ne pourront pas suffire. Je ne suis pas trop d'accord là-dessus. À partir du moment où on va faire les calculs avec les résultats bureau de vote par bureau de vote, ce n'est pas qu'on va lire bureau de vote par bureau de vote. Mais si vous descendez les chiffres, vous avez les chiffres alors. Et donc on peut afficher les chiffres bureau de vote par bureau de vote. Oui, afficher, ça, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on affiche, mais publier. Oui, mais vous pensez que les réseaux sociaux vont se mobiliser pour ça? Je crois quand même qu'il vaut mieux suivre les textes pour éviter beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, la gestion de toute élection est surtout post-électorale. Alors, pour éviter toute confusion, pour éviter toute violence, il vaut mieux suivre les textes tout de suite pour que, tel que les textes l'ont demandé, pour que la CENI procède ainsi. L'essentiel est qu'il y ait la transparence. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aussi. Donc ça, ils vont avoir un acteur. Oui, madame, vous savez, on ne peut pas toujours se fier aux réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas tout ce qui se... Ils peuvent publier, comme ils peuvent aussi manipuler les chiffres, vous savez. Donc le mieux, c'est de faire... Ils vont prendre des photos, ils veulent prendre des photos. Ils peuvent prendre des photos, mais il y a des gens, vous savez... Moi, j'ai une idée claire de la chose. La question de l'authentification même des photos, elle n'est pas très sûre. Elle n'est pas très sûre, mais il y a aussi... S'il y a certains acteurs parmi les candidats qui réclament que la proclamation soit faite bureau de vote par bureau de vote, c'est parce que hier, ils étaient dans la mouvance, si je peux parler ainsi, et ils savaient ce qui se passait dans la marmite. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus de la partie, ils craignent que ce qu'ils faisaient avant, que le scorpion alors meure de son propre dard. Entre parenthèses. Vous suivez? Donc, tenons-nous à toutes les dispositions de la CENI et allons-y. Oui, mais moi, mon souci, ce n'est pas, vous permettez, au fond, moi, mon problème, ce n'est pas de ne pas respecter les tests. La légalité, elle est importante. Mais au-delà de la légalité, il faut voir la recherche de la finalité. Et la finalité, c'est que les choses soient apaisées. Si les gens sont capables de manipuler les chiffres, alors les chiffres par, je sais pas, les réseaux sociaux, il vaut mieux que les résultats qui sont communiqués par la CENI soient des résultats qui soient les plus détaillés possibles, de sorte que les gens qui vont manipuler, on va se rendre compte qu'il y a une manipulation. Et ça ne fait qu'accroître la transparence au niveau de la CENI même. Même si les tests ne l'ont pas prévu, je crois que ça aurait été vraiment l'idéal. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on dit qu'il faut publier, aujourd'hui les Togolais savent qu'il faut faire attention à la publication. En 2015, quand quelqu'un a mis ça sur son blog, on l'a pris très facilement. Donc, la technique peut permettre de récupérer ceux qui vont faire des publications. Mais n'empêche qu'on ne peut pas empêcher que quelqu'un qui soit présent dans un bureau de vote puisse prendre ça en photo et qu'il puisse envoyer ça à quelqu'un. Je pense qu'il y a 2 dimensions. La dimension de, on a fait un dépouillement, c'est public, on affiche, l'affichage.
c'est clair, c'est dans les tests. Maintenant, la publication, comme cela se fait après 6 jours, bureau de vote, pas bureau de vote, je vois. La proclamation. Il faut qu'on soit pratique. 6 jours n'est pas possible. Ça, c'est un élément. Maintenant, je dis, dans les tests, il est prévu que les candidats, ils ont des délégués. Et chacun doit repartir avec les procès-verbaux. A priori, si les acteurs prennent leurs dispositions, ils ont leurs données à eux et ils peuvent faire une comparaison pour juste régler la question de la question de la transparence. Donc c'est aussi un aspect à ne pas négliger pour dire il est important que chaque acteur sache dans ce cas qui il met dans un bureau de vote d'abord. Ensuite, est-ce qu'il en a mis suffisamment? Parce que des fois, oui, on voit aussi des gens ou bien certains candidats ne mettent pas assez de personnes dans les bureaux pour pouvoir avoir le retour. Et troisièmement, ça m'échappe un peu, mais voilà un peu en résumé. Maintenant, troisièmement, si par exemple, oui, on veut que la publication soit faite bureau de vote, pas bureau de vote, je pense que ça serait une autre disposition et à négocier. Et ça, vous n'avez pas encore réagi? Oui, justement, je n'avais pas encore réagi, mais le sujet là est très important. Et je voudrais le prendre à partir de là où Nora disait que les acteurs politiques même doivent jouer aussi leur partition déjà par le déploiement de leurs représentants dans les bureaux de vote. Ça, c'est déjà important. Financer, hein. Ah oui, ça, c'est une mesure que j'apprécie beaucoup. C'est une mesure que j'apprécie beaucoup parce que par le passé, ça aussi, la représentation dans les bureaux de vote, ça a toujours été une source de problème. Parce que tous les candidats n'ont pas toujours les moyens de mettre des candidats dans tous les bureaux de vote. Et de les nourrir aussi. De les nourrir. C'est long. Oui, et de les nourrir tous. C'est pour ça qu'on a appris pour certaines élections qu'il y a certains qui mangeaient dans les bureaux de vote et d'autres humaient l'odeur et après ils sont tentés et puis après ils ont mangé, ils sont allés faire la sieste, ils sont revenus, ils ont signé des PV, tout ça a posé des problèmes. Aujourd'hui, c'est une mesure très importante prise par la CENI de pouvoir prendre en charge l'ensemble des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Et je pense que ça seul suffira pour couper certains problèmes dans leurs racines. Et ça, c'est une mesure importante. Maintenant, il faut que les candidats, comme Nora l'a dit, il faut que les candidats même sachent qui ils mettent dans les bureaux de vote. Parce qu'on entend souvent, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de tout vérifier, on entend souvent dire ok, on a mis des gens dans les bureaux de vote, ils sont allés faire le jeu d'autres candidats, etc. Quels étaient les liens entre les candidats et ceux qu'ils mettent dans les bureaux de vote? Dans ces élections, je crois qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour aller vers leur crédibilité. Et je crois que la crédibilité, ce n'est pas l'apanage de la CENI seule, et c'est l'ensemble des acteurs qui doivent jouer le jeu. Et dans certains pays, la consigne est je vote, je reste. Ça sera, vous avez entendu ça, tout court? Oui, on a fait ça par le passé. On le fait toujours. On le fait toujours. C'est les derniers. C'est les derniers. Mais je voudrais quand même rebondir sur ça. Quand on dit les candidats doivent s'assurer qu'il y ait des gens dans... C'est oublier la dimension nationale des élections. Si un seul candidat déconne et commence par dire que j'ai été triché, c'est tout le pays qui a des problèmes. Et pour que le scrutin soit transparent, pour donner un résultat apaisé, c'est qu'il faut faire en sorte que le problème de tous les candidats devient le problème de tous les Togolais. Et donc c'est pour ça que je dis, au-delà de la légalité, maintenant c'est vrai que les tests n'ont pas prévu qu'on fasse les résultats bureau de vote par bureau de vote, ça c'est clair. C'est peut-être un peu tard pour en parler aujourd'hui, pour prévoir ça aujourd'hui. Mais je crois qu'à l'avenir, on gagnerait à insérer plutôt ça. Parce que c'est un geste, vous savez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est le professeur Kwakobi, nos problèmes, ce n'est pas... On a gagné en phase de campagne. Nos problèmes arrivent par rapport à la compilation, par rapport à la proclamation et par rapport au manque de fair play pour un candidat de dire « Ok, je reconnais avoir été battu, félicitations à l'autre ». Donc c'est la phase post-électorale qui est notre problème. Et donc c'est en cela que je dis, on ne va pas à chaque fois se cantonner uniquement. La légalité, elle est bonne. Je suis juriste, je préfère la légalité. Mais au-delà de la légalité, je répéterai toujours, il y a la légitimité. Et donc, trouvons toujours un consensus pour aller
dans le sens de l'apaisement. C'est pour ça que je dis, oui, on n'a pas besoin de publier pour cette fois-ci, mais on aurait gagné si on le fait. Et le rôle de la CELI, on n'en a pas parlé, avec des présidents magistrats garantie ou pas garantie? Allez-y. Garantie de transparence, on suppose que oui. On suppose que c'est des gens qui, par leur profession, sont enclins à être justes, sont enclins à dire ce qui est vrai. Mais est-ce que le problème, c'est les personnes ou le problème, c'est les intérêts de ces personnes-là? Et ça, on ne fera pas de procès d'intention. Espérons simplement que les gens vont être à la hauteur de la tâche et de l'espérance que le peuple tout entier met sur la tête de chacun. Je voudrais quand même relever, et ça, mon confrère Akpa l'a dit tout à l'heure, au moins cette fois-ci, ce qui est bien, c'est que la CENI prend en charge même tous les gens qui vont être dans les bureaux. Ça, c'est à saluer. Donc, c'est qu'on a progressé. On est en train de tendre vers cette transparence-là. Et ne cachons pas tout ce qui a été fait maintenant en laissant subsister des germes de suspicion. Et ces germes de suspicion, c'est surtout lié à la compilation. Parce qu'à partir du moment où on donne porte ouverte les résultats, il faut s'attendre à ce que, d'une façon ou d'une autre, tous les candidats aient à leur disposition des résultats. Et normalement, ces résultats doivent être conformes pour tout le monde. Alors, c'est à partir du moment où ça ne va pas être conforme pour tout le monde que les premiers problèmes vont se poser. Et c'est pour ça qu'il faut appeler à la transparence pour que ce que j'ai un candidat a, l'autre candidat aussi. Oui, c'est pour ça justement que je disais tout à l'heure que on ne doit pas faire des questions de crédibilité, de transparence, l'apanage de la CENI. Ça doit être l'effort collectif de l'ensemble des acteurs. Parce que là, le fait de prendre en charge déjà les représentants des candidats dans les bureaux de vote, ça veut dire que chaque représentant, en revenant, rend compte à son candidat, il lui ramène quand même la copie du PV. Ça veut dire que ça soit envoyé par WhatsApp ou... Une copie du PV. Espérons que ce soit là. Nuance. Bon, d'accord. Vous en pensez quoi pour une ou là? A priori. Mais donc, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, qu'on utilise les réseaux sociaux pour envoyer ou pas, dans tous les cas, cette fois, cette seule mesure permet aux candidats d'avoir la totalité des PV, des bureaux de vote. On espère qu'il n'y aura pas de problème de dernière minute pour qu'il y ait des représentants qui n'aient pas accès au PV. Donc c'est sur ces éléments-là qu'on doit encore mettre le projecteur pour s'assurer que tout se passe normalement comme prévu et qu'après, il n'y a pas de niche de contestation. Voilà, allez-y. Je souhaiterais aussi que les acteurs, surtout les candidats, fassent confiance à la CENI, puisqu'ils ont accepté de jouer le jeu tout en connaissant les règles du jeu. Oui. Donc, il faudrait que tout au long du processus, qu'ils fassent confiance à la CENI. Et quand ça ne va pas aller, qu'ils prennent les voies légales pour réclamer. Ils l'ont déjà fait? Non, vous savez, quand les textes, quand on prenait les textes, je crois que c'était là où ils devaient s'impliquer. Donc ce travail n'a pas été fait. Et je constate qu'au Togo, souvent, c'est là où les acteurs doivent s'impliquer. Mais ils ont été invités? Ils ne le font pas. Ils ont été invités? Non, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Or, alors, l'opposition... La majorité des candidats, la grande majorité, sont de l'opposition extra-parlementaire. Oui, mais ils l'ont souhaité. Ils l'ont souhaité puisqu'ils ont accepté de ne pas aller aux élections. C'est là où c'est grave. Quand vous savez que devant, il y a des élections à laquelle vous allez participer, je crois que déjà, il faut accepter, faire le jeu politique, puisque le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Donc il faut aller là-bas, mettre des textes qui avantagent tout le monde et qui contraignent tout le monde à respecter ceci et cela pour que le jeu soit clair. Maintenant, quand vous laissez tout à
à la portée d'un seul parti politique. Vous voulez quoi? Il y a l'opposition à l'Assemblée. Quand vous évoquez la question sur la question même des tests, il y a opposition à l'Assemblée. J'ai bien envie d'écouter Nora sur la question des tests. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression un peu qu'à chaque élection, on a envie de réinventer la roue? Quand je prends le code électoral, tout le temps, on répète il est consensuel parce que issu d'un consensus entre acteurs politiques qui se sont retrouvés, ont discuté et se sont dit, voilà ce qu'on va faire. Mais à chaque élection, on veut remettre en cause. Disons, la situation du Togo est assez complexe. Avec tout ce qu'on a comme héritage socio-politique, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'à chaque élection, qu'on voit des voix s'élever par-ci et par-là, tout simplement parce qu'en amont, on ne prend pas le temps de régler les problèmes à fond. On règle les problèmes de façon superficielle. Et donc, ne soyons pas étonnés de voir qu'à chaque fois, il y a des rebondissements. Alors, est-ce que c'est compliqué d'avoir un processus où chaque acteur s'y reconnaît? A priori, non. S'il y a la bonne volonté de partout, a priori, non. Mais, justement, on prend aussi le temps de régler des fois des questions qui, dans la durée, en fait, n'ont pas de conclusion. Finalement, on revient encore sur ces mêmes questions. Alors moi, sincèrement, pour ces élections, pour ce processus électoral dans lequel nous sommes, qui est en train de s'achever, la grande question pour moi, au-delà de ce scrutin qui va se passer, les résultats qui vont venir, qu'on doit accompagner naturellement, je pense que les acteurs politiques, à la fin de ce processus, doivent déjà commencer à préparer les 5 ans à venir. Pourquoi? Parce que le code, oui, aujourd'hui nous sert, mais peut encore être amélioré. Parce qu'il y a des dispositions aujourd'hui qui sont conflictuelles. Les gens ne sont pas d'accord sur, il n'y a pas de consensus autour. Et donc, on doit pouvoir commencer à voir, dans les années à venir, comment avoir un code sur lequel on sera pour une fois d'accord, on sera d'accord sur tout ce qui se passera. Et il y a aussi une question, la question de la qualité, si vous voulez, ou bien de la composition de la CENI, qui aujourd'hui aussi pose problème. Dans d'autres pays, on le voit, c'est technique. Ici, c'est politique. Et les politiques, on les connaît, chacun a son intérêt. Et donc, des fois, l'autre n'a pas confiance parce qu'il n'est pas là-bas. Donc, c'est autant d'éléments que je pense que dans les années à venir, il faudrait penser à avoir une CENI technique, à voir est-ce qu'au niveau du code, il n'y a pas des points à améliorer. Donc, c'est des éléments. Et là, vraiment, il va falloir y aller dans un esprit citoyen, pas parce qu'on veut faire des calculs politiques. Mais est-ce qu'on pourra y arriver? Oui. On pourra y arriver, oui. D'accord. Parce que j'ai épousé entièrement ton développement. La transparence de notre élection serait garantie à 100% si nous construisons beaucoup plus la démocratie au Togo. Si nous voulons simplement construire la cession au pouvoir, je crois qu'on va toujours revenir sur les mêmes problèmes. Et ces problèmes-là ne garantissent pas la paix. Malheureusement, Nora a tout à fait raison. Il faut qu'on construise une démocratie basée sur des tests qui soient acceptés pour tous, mais des tests qui soient faits pour durer dans le temps. Que ce ne soient pas des tests circonstanciels, taillés sur des intérêts qu'on veut combattre. On veut que telle personne parte dans 5 ans, on fixe l'âge à un certain niveau, on est sûr qu'après ils ne sont plus là. Non. C'est des problèmes qui nous reviennent toujours. Et donc, à un moment donné, il faudrait que nos leaders politiques se rendent compte qu'on doit construire cette démocratie-là. Et le grand problème aujourd'hui, pour moi, avec cette campagne qui s'achève ce soir, je n'ai pas vu un seul candidat attaquer les questions de la vraie démocratie dans ce pays. Je n'ai pas entendu un seul candidat dans son programme de société. La démocratie est liée à l'alternance. Oui, la démocratie, ce n'est pas que l'alternance. C'est beaucoup plus que ça. Même les citoyens qui vivent dans la 4e République, parce que moi, personnellement, je dis souvent qu'on ne vit pas entièrement notre 4e République. Il y a des institutions qui sont prévues, qui ne sont pas opérationnelles, qui ne sont pas installées. La 4e République est fondée sur la démocratie, mais chaque année électorale génère des tensions, des conflits, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appropriation de la démocratie encore. Mais je ne vois pas de candidats qui
propose quelque chose dans ce sens-là pour ancrer solidement la culture démocratique dans le pays. Ils n'ont même pas parlé sur les droits humains. Non, les droits humains, la démocratie, voilà, la gouvernance. De la campagne. La gouvernance. Sur cet aspect, je voudrais rebondir. Nous constatons, surtout au niveau de la jeunesse, que les acteurs politiques sont plus ancrés dans ce combat de conquête du pouvoir, tout en ignorant les principes ou les bases, les premières bases de la démocratie sur lesquelles il faut évoluer pour sur lesquelles la jeunesse doit s'appuyer pour elle-même. Il n'y a pas, surtout les acteurs de l'opposition, je dis, il y a, je ne sais pas, une guerre qui ne leur permet pas, entre eux, les acteurs de l'opposition, de voir en face les réalités de la démocratie et de chercher à amener le pouvoir ensemble à les poser. Par exemple, quand il s'agit de se réunir et discuter des textes pour pouvoir donner place aux droits de l'homme ou à la démocratie, ils disent, c'est-à-dire quand un acteur n'y est pas, il dit, moi je ne reconnais pas ce texte-là. C'est ce qui nous a amené à avoir de ces textes comme ça. Si moi je ne suis pas dans ce cadre-là, ok, c'est parce que c'est dire que c'est pas bon. C'est aussi ça, cette guerre-là, qui nous amène ici. Or, l'État doit continuer par fonctionner. Oui, mais il faut quand même reconnaître. Là, je suis d'accord que tous les acteurs politiques doivent participer. Et si l'opposition n'y va pas, c'est pas normal pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons que la chaise vide n'est pas une bonne chose. Mais toutefois, même ceux qui gouvernent ne gouvernent pas pour le pouvoir, gouvernent pour le peuple. Donc, ceux qui font les tests, même qu'ils soient tous de la majorité, même si on a une assemblée 100% au pouvoir, ce qui ne peut pas arriver, mais même si on a ça, les tests doivent être votés pour assurer une certaine pérennité, une certaine continuité, et surtout l'intérêt supérieur du Togo. C'est pour ça que moi, c'est vrai que l'opposition a brillé par son absence dans certains enjeux, et on regrette, mais que le pouvoir aussi n'utilise pas ça pour ne pas forcément offrir. C'est en cela que je reviens à la position du Nora, qui disait qu'il faut qu'on s'asseye, quel que soit celui qui va gagner, qu'on s'asseye pour refonder le pays. Il faut que la démocratie gagne sur. Déjà, même quand vous prenez tous les partis politiques, les partis politiques ne fonctionnent pas de la façon démocratique qu'il faut. Est-ce que les membres cotisent, ont les mêmes droits de parole, de façon que dans ces partis politiques, il y ait une alternance? S'il n'y a pas d'alternance dans les partis politiques, comment vous voulez avoir des alternances ailleurs? Et donc, tous ces éléments-là doivent être revus. Et donc, on en appelle à tous les candidats et à tous les chefs de partis politiques que quel que soit celui qui aurait gagné cette élection-là, qu'il puisse se mettre dans la posture qu'on veut construire le Togo. Que ça ne soit pas la victoire de quelqu'un sur les autres, que ça soit la victoire de la démocratie pour faire des tests qui nous garantissent la transparence dans les élections. Aujourd'hui, on est content de dire que la phase de la campagne s'est déroulée sans trop de problèmes. On est content de dire que la CENI a fait des progrès. Mais continuons. Continuons par faire des progrès. Justement, comme le temps court et que nous devons rendre l'antenne, on a encore deux aspects à aborder. On l'a déjà un peu évoqué avec les observateurs. Donc ce que je vous propose là, c'est de regarder notre sujet et ensuite on revient sur ce thème. Ultime séance de débriefing avant le jour J pour le premier tour de l'élection présidentielle au Togo. Tous les observateurs nationaux et internationaux ont été conviés à une rencontre d'explication du processus électoral. En face, le chef de la diplomatie togolaise, entouré pour la circonstance des représentants des différentes institutions impliquées dans l'organisation du scrutin. Il s'agit en fait de faire le point du processus électoral jusqu'à la veille de la campagne électorale. Les observateurs ont ainsi reçu de la part du gouvernement togolais des garanties nécessaires quant aux dispositions prises pour une bonne observation de l'élection présidentielle. Nous pensons que de façon générale, des bonnes dispositions ont été prises, les mécanismes sont satisfaisants. Maintenant, il nous appartiendra en tant qu'observateurs également de bien intégrer toutes ces dispositions pour voir que les élections vont se faire dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Toutes les dispositions ont été prises pour que
le scrutin du 22 février se passe dans la plus grande transparence pour que ça soit un scrutin clair et pour que ça soit un scrutin sécurisé. Nous avons eu suffisamment d'explications. Nous avons entendu tout le travail qui a été abattu en amont, vraiment pour assurer des élections claires, transparentes. Les différentes missions d'observation électorale seront déployées sur toute l'étendue du territoire national le jour du scrutin pour son observation. Elles disposent désormais de tous les éléments leur permettant d'assurer l'observation de l'élection présidentielle. Alors, mission d'observation, est-ce que finalement leur rôle n'est pas un peu limité? Ce n'est qu'un rôle d'observation. Et est-ce que c'est quelque chose quand même d'important? Oui, c'est important. Je dis aujourd'hui, on ne parle, c'est plus simplement une observation, disons, passive, mais c'est une observation active, si vous voulez, parce que aujourd'hui, les missions qui sont sur le terrain, qui aussi ont amélioré leur travail, parce que en termes de qu'est-ce qu'il faut voir sur le terrain, la formation même de ceux qui doivent observer, déjà la présence est dissuasive. La présence des observateurs est un élément qui renforce la transparence, parce que du moment où il y a des personnes externes qui sont là, même s'ils observent seulement, il y a en effet qui vous impose une manière de faire. Et donc, c'est important de les avoir. Que ce soit une observation locale ou internationale, elle est importante. Maintenant, je dis, il faudrait aller vers cette observation active-là qui voudrait que, au-delà de ce qu'on constate, qu'on puisse tirer des leçons pour corriger des choses pour les années à venir. Et c'est là l'importance des rapports de mission qui, généralement, ne sont pas malheureusement pris en compte par les acteurs politiques. Parce que quand vous prenez les rapports des missions des années précédentes jusqu'à maintenant, pratiquement les recommandations sont pratiquement les mêmes. Mais qui fait le suivi de ces recommandations? Généralement, pratiquement personne. Parce que chacun est occupé à retourner dans ses activités. De suivi. Mais il n'y en a pas réellement. La société civile. La société civile est occupée dans son travail habituel. Mais c'est dire qu'il est important que chaque acteur, une fois que l'élection est finie, puisse prendre les conclusions et les suivre en termes d'amélioration. Ce que Nora dit est vrai, mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas vraiment de suivi pour les recommandations des missions d'observation. Parce que quand vous prenez une élection et la suivante, vous voyez toujours qu'il y a des problèmes qui ont été évoqués à l'élection précédente et qui sont pris en compte dans l'organisation de l'élection suivante. Oui, chacun de... Bon, ne me demande pas le pourcentage, mais chacun de nous a déjà observé un peu. On ne prend que les aspects qui intéressent chacun. La preuve, nous, ça fait plusieurs années, on a recommandé la CENI technique, mais on parlait ça du revers de la main en disant que l'Union européenne nous a dit que le Togo n'est pas encore prêt pour une série technique, il faut une série politique. Et on a les mêmes problèmes jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si je parlais... Tendons vers la CENI technique, puisqu'il y a des acteurs politiques qui sont candidats, qui n'ont pas leur représentant actuel. Mais ceux qui sont là avec des colorations sont des partisans. Maintenant, s'il y en a d'autres qui, malgré qu'ils n'ont pas de représentants dans la CENI, mais qui ont accepté d'aller, c'est dire que c'est même pas aussi encouragé pour que les autres puissent aussi leur emboîter le pas pour qu'on arrive à une CENI technique. Oui, mais une CENI technique, c'est aussi une réalité. Si c'est ça notre option, il faut qu'on aille véritablement vers ça. Ce n'est pas parce que... Même envie d'y aller. Je me rappelle dans un discours que le président de la République avait fait, il a évoqué cela, mais on n'a pas senti une sorte de récupération des acteurs politiques pour dire oui, voilà le bon côté, on doit le tenir. Moi, je peux t'assurer que moi, j'ai entendu des acteurs de l'opposition appuyer la CENI politique. Donc ce n'est pas, quand nous disons qu'on ne veut pas faire la CENI technique, ce n'est pas un problème seulement du pouvoir. Il y a des acteurs politiques qui ont dit qu'ils préfèrent la CENI politique, que ça les rassure parce qu'eux-mêmes ils sont là pour vérifier comment les choses avancent. C'est à croire qu'ils ne veulent pas voir l'intérêt de la CENI technique
Ils disent que même si on prend une série technique, les gens ne sont pas à l'abri d'une corruption, etc. Mais est-ce que les politiques qui sont là-bas sont à l'abri de la corruption? Et la deuxième chose qui m'intéresse dans ce que disait Noura, c'est que c'est vrai que l'observation permet d'améliorer et de progresser. Mais sauf que ce que nous avons l'habitude de voir, c'est que nous, les observateurs locaux, nous restons jusqu'à la fin. Et les observateurs internationaux ne suivent que la partie déroulement du scrutin. Et 2 jours après, avant même qu'on ne commence pas à finir la compilation, ils sont obligés de partir. Et en partant, ils disent, tout s'est correctement passé. Nous avons eu droit à un scrutin apaisé. Oui, apaisé. On a la pratique jusqu'au vote. Oui. Notre problème, c'est après le vote. Donc, c'est là où les observateurs internationaux doivent être là pour assister aussi bien au dépouillement, ça ils le font, mais à la compilation et à la proclamation provisoire au niveau de la CENI. Oui, mais si ça peut intéresser, Spero, je peux te garantir que l'observation internationale, ça, quand vous prenez le rapport n'a rien à voir avec les petites déclarations qui sont faites à la télé. Oui, ça c'est évident. Les rapports sont denses et sont très critiques. Et c'est ça qui constitue un peu la feuille de route pour le pays, pour la prochaine élection. Oui, mais le problème, c'est que même ces petites déclarations qui sont faites à la télé, que nous allons appeler des déclarations politiques, constituent des germes de violence après. Parce que pour une frange de la population, on ne leur donne plus de crédit. Et donc, cette façon crée une suspicion qui, à la longue, se transforme. Qu'est-ce que ça coûte de les laisser? Ils ne sont même pas obligés de faire des interventions à la télé avant de partir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est leur rapport. Et c'est ce rapport-là qui fait avancer le pays. Donc, au lieu de venir dire quelque chose qui peut prêter à confusion, ne dites rien. D'accord, on va évoluer puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. On va évoquer notre dernier sujet, c'est la question même du vote par anticipation. C'est vrai qu'on le dit, le vote général c'est le 22, mais les forces de défense et de sécurité ont déjà voté depuis hier. Nous allons suivre donc le résumé de cette opération de vote dans ce reportage et on revient pour le débat. Ils participent chaque jour à la défense du territoire national en garantissant l'inviolabilité des frontières terrestres, aériennes et maritimes, aux missions de sécurité publique, mais aussi aux opérations multinationales de maintien de paix. Mais ce mercredi, les agents des forces de l'ordre et de défense, régulièrement inscrits sur la liste électorale et disposant de leur carte d'électeur, accomplissent leur devoir civique dans le cadre de la présidentielle togolaise. L'élection est prévue le 22 février et eux choisissent par anticipation. 246 bureaux de vote, dont 50 centres, sont prévus pour le scrutin. Nous avons des délégués dans nos bureaux de vote. Nous n'avons pas subi d'incident. Nous pensons que ça va continuer comme ça pour que ce vote soit le plus crédible possible. Et nous avons constaté que dans quelques bureaux de vote, il y a eu un peu de retard. Au lieu d'ouvrir à 7h30, à 7h, ils ont ouvert à 7h30. En les questionnant, c'est un des membres qui est en retard. Les matériels sont déjà tous prêts et c'est un membre qui est en retard. Mais on a fait la remontance. Les statistiques des forces de l'ordre et de défense votant par anticipation ne sont pas actuellement disponibles. Selon la commission électorale, les agents concernés figurent sur une liste générale des électeurs. Dans un contexte sous-régional marqué par le terrorisme, l'armée est au cœur des programmes des 7 candidats en lice qui envisagent entre autres un renforcement des dispositifs permettant de faire face aux menaces tout en poursuivant la modernisation des forces de défense et de sécurité. Alors voilà pour le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité. Monsieur Akwete, on a suffisamment expliqué au Togo les raisons pour lesquelles les FDS sont obligés de voter par anticipation. Tout vous semble suffisamment transparent autour du vote, même par anticipation? Ben oui, je crois que toutes les dispositions sont prises pour que leur vote soit pris en compte par la CENI en toute transparence. Si les politiques n'ont pas décrier ça, ce n'est pas à la population ni à la jeunesse de dire non. Toujours est-il que je crois qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que tout ce qui a été fait, je crois, hier, alors soit pris en compte et en toute transparence. Je crois que les candidats auront même les procès-verbaux, je crois. Oui. Oui, donc, à partir de ce moment-là,
je ne vois pas de problème. Moi, j'en vois. Moi aussi. Hier, Moi aussi. On peut justifier le fait que les forces de l'ordre votent avant, parce que c'était dans des conditions un peu difficiles. Aujourd'hui, on a fait quand même des pas. Est-ce qu'on est encore obligé de les faire voter avant? Les gens qui assurent la gestion de la sécurité au niveau des élections, oui, eux, ils pouvaient voter. Oui, eux, ils pouvaient voter avant. Les autres, ils ne sont pas obligés. Il y a des pays, dans les autres pays, ils votent au même jour sans problème. Et donc, qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui? Je ne crois pas. Ensuite, la grande transparence qu'on a eu à voir avec la CENI jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu ici. Pourquoi on ne nous donne pas les chiffres réels en même temps? Parce que moi, quel chiffre, les chiffres des forces armées qui ont voté. C'est-à-dire, l'explication qui a été donnée, c'est qu'ils sont inscrits sur le fichier général. Ce n'est pas qu'il y a un fichier pour les forces de défense et sécurité à part. Ok. Et donc, ils ont voté. Ok, si c'est comme ça, on peut comprendre. Mais bon, après tout ça là, bon, j'espère que c'est en délusure et que ça va rentrer dans le lot pour la compilation générale. Si c'est assuré comme ça, je crois que ça ne peut. Mais il faut l'expliquer suffisamment à tout le monde pour que ça ne reste pas simplement des informations à la disposition des journalistes qui ont pu participer aux conférences de presse. Il y a eu 246 bureaux de vote qui ont été ouverts sur toute l'étendue du territoire pour le vote par anticipation. Et il y a une directive de la CENI justement sur ce vote, c'est que le dépouillement, Monsieur Akpa, comme certains le réclament, n'est pas fait au même moment. Les urnes attendent au niveau des CELI et le jour du vote général, ils sont convoyés, mélangés, les bulletins sont mélangés à ceux du vote général et on dépouille. Oui, c'est là où justement, contrairement à M. Akoté, je me posais des questions. En usant de la liberté d'un acteur de la société civile que je suis, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi on ne fait pas plus simple? Comme Spero le disait, pourquoi les 10 000 agents de la FOSEP seuls ne votaient pas par anticipation et que c'est l'ensemble des corps habillés qui votent le jour-là? Parce que pour moi, je ne trouve véritablement pas de raison à cela, surtout que les corps habillés sont encore extrêmement hiérarchisés. Et il ne faut pas non plus que ce vote par anticipation soit utilisé à des fins de contrôle. Et donc, ça pouvait être une bonne chose si eux aussi votaient le même jour que les autres électeurs. Quand vous dites de contrôle, ça veut dire qu'ils sont finalement obligés de voter un candidat? C'est ça la maîtrise? L'idéal serait que même le corps habillé, quand il va voter, qu'il n'ait pas l'impression, même si c'est une simple impression, qu'il est obligé de respecter une hiérarchie dans son vote. Parce que le scrutin est secret et ça doit montrer votre choix. C'est un choix qui doit être personnel et qui doit être fait en toute indépendance. En tant que citoyen. En tant que citoyen, pas en tant que force armée. Et si nous prenons la réconciliation armée-nation, parce qu'à un moment donné, il y a eu un semblant de divorce, si nous proclamons ça, il faudrait qu'on fasse les choses ensemble. Mais c'est vrai que les gens de la FOSEP ont un travail ardu à faire le jour-là. Donc eux, on peut les détacher pour ce jour-là. Mais encore, il faudrait alors trouver le moyen pour que ça ne soit pas pendant encore la campagne. Parce que si c'est pendant la campagne, eux, ils sont obligés de sécuriser la campagne. On va vous écouter. Nora ne s'est pas exprimée sur le sujet avant la fin. Non, pour moi, je dis c'est tout le système qu'il faut voir. Parce que la manière de voter aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus simple de façon électronique pour qu'on puisse avoir les résultats à quelques heures de la fin? Et dans ce cas, on a un dispositif qui est simple, automatisé, qui permet à chacun de voter le même jour. Et donc je pense, au lieu de est-ce qu'il doit voter avant, est-ce qu'on aura les procès-verbaux, tout ça, c'est en fait un ensemble de questions qu'on doit pouvoir régler de façon profonde et ne pas juste de façon superficielle. Donc pour moi, c'est tout le dispositif qui a besoin de revoir. Et je pense que ce n'est pas impossible d'avoir au Togo un système électronique bien ficelé où automatiquement on a les résultats. Ce n'est pas impossible. C'est une question de est-ce qu'on veut vraiment aller loin. Rapidement. Je voudrais rebondir sur ce que M. Spero a dit. Aussi longtemps que les votes, que les militaires ou les corps habillés
seront mélangés avec les votes des civils, il n'y aura pas à voir qui ils ont voté. Non, le problème c'est que quand vous amenez leurs résultats après, pendant que vous les amenez, la population qui ne sait pas forcément ça peut avoir l'impression qu'il y a eu un bourrage. Ouais, on est arrivé quand même à la fin. C'est vrai, merci. Merci, monsieur Spero Maoulé, Komi Akpa, Kosiga Kwete et Doda Donora Amedjeno. Malheureusement que... Sylvie Boisfleury, merci. Merci, moi je continue avec vous dans une dizaine de minutes, le temps juste de suivre le journal et de revenir.